Bonjour à toutes et à tous dans la salle et dans le WebEx. Bienvenue à ce nouveau séminaire économique dans le cadre du recensement de la population. C'est donc la dernière présentation qui porte sur la 18e publication à partir des données du recensement de la population et s'intitule «La dépendance automobile persiste pour les déplacements domicile-travail». Nos trois orateurs sont M. Caruso, M. Gerbert et M. Ferraud. Donc, je vais faire une petite intro sur nos trois orateurs. Nous allons commencer par M. Geoffrey Caruso, qui est professeur en analyse et modélisation urbaine à l'Université du Luxembourg. Auparavant, il a été professeur associé en SIG et aménagement à l'Université de Luxembourg et directeur du master en géographie et aménagement du territoire pendant une dizaine d'années. Geoffrey est géographe de formation, mais a toujours été en contact étroit avec des économistes et des urbanistes car il apprécie l'interdisciplinarité des collaborations. Geoffrey s'intéresse particulièrement à l'évolution des méthodes de simulation géographique et d'analyse spatiale pour comprendre les villes, l'émergence des formes urbaines et les interactions entre l'utilisation des sols et les transports, en vue de faciliter la prise de décision en vue d'un avenir plus durable. Nous passons donc maintenant à M. Philippe Gerbert, qui est un géographe dont les principaux intérêts sont les analyses des interactions entre mobilité résidentielle et mobilité quotidienne, en s'appuyant sur différents modèles nécessitant la combinaison d'outils statistiques, économétriques et spatiaux. Il dispose également d'une expertise dans le domaine des techniques d'enquête et les méthodes quantitatives d'analyse de données afférentes. Ces travaux lui permettent de mieux comprendre les comportements de mobilité spatiale au-delà du prisme de la rationalité limitée, en se concentrant notamment sur les questions d'attitude, de préférence et de représentation liées aux mobilités des individus. Il travaille au LISER depuis 2001, après avoir obtenu son doctorat en 2000 sur la problématique de la mobilité résidentielle en général, la gentrification et le confort urbain en particulier. C'est juste. Oui. Il est également enseignant dans 3 universités différentes, Luxembourg, Lorraine, Aix-Marseille, et chercheur associé au laboratoire Images Ville-Environnement au CNRS à Strasbourg. Et enfin, Yann Ferraud est un jeune chercheur du LISER, récemment diplômé de l'Université de Franche-Comté en géographie et aménagement du territoire et ingénieur en sciences de l'information géographique. Il participe activement à la mobilisation, à l'accès et à l'analyse des données, du recensement en collaboration avec les différents instituts depuis 1 an ou 2 ans maintenant déjà. 2 ans déjà. Il mobilise des méthodes d'investigation et des compétences en traitement de données et s'appuie sur des outils statistiques et cartographiques pour comprendre davantage les interactions entre transport et urbanisation. Ces recherches portent principalement sur les structures urbaines, les préférences résidentielles et le choix modal à des fins de mobilité durable et de développement urbain plus vertueux. Messieurs, la parole est à vous. Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Là, c'est mieux. Merci pour la présentation et merci surtout, j'en profite puisque c'est le dernier PDF, pour cette merveilleuse collaboration qu'on a eue tous ensemble, le LISER, l'université et le Statec. Donc, merci au Statec vraiment pour cette collaboration qui, de notre côté, en tout cas, on a pensé qu'elle était vraiment chouette et on est content. Voilà, on est un peu triste de la terminer là aujourd'hui, mais voilà, on est encore parti sur d'autres projets. On a un petit atlas en tête. Bref, on va continuer à se voir, surtout maintenant que vous êtes sur Belleval. Alors, cette dernière publication, pour parler de ça, en fait, on l'a intitulée Dépendance automobile, hélas, persiste pour les déplacements domicile-travail. Alors, il n'y a pas de hélas, mais c'est un peu. En fait, on s'attendait quand même pas tout à fait à avoir des résultats un peu tristes, en fait. On s'attendait à avoir des changements un petit peu plus majeurs en termes de part modale de la voiture vers les réseaux de transport public. Ce n'est pas tout à fait le cas, donc on est un petit peu déçu du résultat finalement, mais on était content de faire l'analyse et c'était important pour nous de la faire. Mais de toute façon, voilà, on va en parler dans le détail. Mais voilà, donc le but c'était d'analyser les déplacements domicile-travail et les modes de transport. Ça n'a pas été simple. Je ne sais pas si on passe trop sur la question de la difficulté de la donnée, mais la donnée était particulièrement difficile, donc il fallait faire énormément de tri dans les sens et dans un autre, de façon à avoir quand même des cohérences. Donc, on n'a pas pu calculer des choses comme des moyennes simples, des variances autour des distances, etc. C'était vraiment très, très compliqué parce qu'il y a une grosse hétérogénéité dans les réponses. Voilà, je pense que ça doit être dit aussi. Peut-être qu'il y a dans la manière dont les questions ont été posées ou le moment, c'était quand même un moment particulier, qui fait que déjà sur une question compliquée comme le transport, ben, on s'est retrouvé avec des données quand même particulièrement difficiles à traiter. C'est déjà difficile, et Philippe on connaît un rayon. En général, quand on fait une enquête de transport, c'est déjà très très compliqué. Et ici, sur un recensement, c'est pas le matériau de choix, on va dire, des modélisateurs en transport, mais
ça a été pas simple. Mais enfin, on a quand même réussi à retirer des traits, on pense, un peu importants. Donc moi, je suis simplement en train de faire une petite introduction, et puis Yann va prendre le relais pour le main meat, hein, donc le cœur de la présentation, et c'est Philippe qui conclura. Alors juste en termes d'enjeux, évidemment, quand on parle de transport, même sur les domiciles de travail, donc le domicile de travail, c'est évidemment qu'une partie des transports, mais c'est une part qui est quand même très structurée et donc importante, et qui structure aussi très fortement les matins, les soirs. Donc en fait, c'est quand même une mobilité importante, même si on reconnaît que ce n'est pas la seule mobilité. Et on est ici dans un contexte où on sait que le Luxembourg a un taux de pénétration de la voiture qui est énorme, hein. On est quasiment le nombre de voitures par habitant ou par ménage qui est le plus élevé. Je pense qu'au-dessus du Luxembourg, il doit y avoir Monaco et peut-être les États-Unis, mais je ne suis même pas sûr pour les États-Unis. Et Malte peut-être. Enfin bon, des cas très très particuliers. Donc on est dans un contexte où on sait que la voiture est très 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 présente. Et on voulait voir un peu comment changent les choses, notamment parce qu'on sait, et c'est le quatrième point ici, mais que l'offre en transport public a fortement augmenté, ou en tout cas c'est structuré, il y a eu une nouvelle gare, il y a eu énormément d'investissements, donc on s'attendait quand même à des choses un peu substantielles au niveau des parts modales. Donc on est dans un contexte à la fois de très forte pénétration de la voiture, mais aussi de croissance de la population qui est énorme, près de 25%. Donc en gros, on rajoute Luxembourg-Ville en 10 ans, hein, c'est à peu près là-dedans qu'il faut voir. Et donc c'est très important. Donc dans quelle mesure l'investissement en transport public a permis de compenser un accroissement de population dans un contexte où il est très difficile de se passer de la voiture, ou en tout cas il y a une habitude qui s'est installée. Et on ne parle ici pas des frontaliers, on ne parle que des internes, et c'est pire en frontalier évidemment, puisqu'on est quasiment, mais Philippe corrigera, mais 90% de gens qui sont forcés de prendre presque la voiture, ou qui le prennent par goût. Ça, c'est une autre. Bref, ce sont des vraies questions. Voilà, donc tout ça, pourquoi c'est important? Parce que derrière ça, il y a les mobilités quotidiennes, c'est la question de l'étalement urbain, des émissions, évidemment, à effet de serre, donc, et qui sont liées au choix résidentiel. Donc, c'est un tout, hein, le choix résidentiel et les choix de transport. Et qui dit choix résidentiel dit aussi foncier. Donc, il y a un lien entre le foncier, et donc le filtrage par le revenu, finalement, qui finalement va pouvoir avoir un tram auprès de lui, qui est finalement en périphérie. Donc ce sont toutes des questions fort intéressantes, tant du point de vue environnemental que social et économique. Alors on a utilisé, voilà, la donnée était un peu compliquée, donc on a fait ce qu'on a pu au niveau de l'analyse. On reste quand même dans une analyse relativement simple des distances, des temps, et aussi une analyse un peu plus géographique à travers une analyse en cluster pour essayer de contrôler un maximum sur la question de l'espace, de la géographie. Mais évidemment, ce sont des recherches qui nécessitent des modèles plus avancés, des modèles plus aboutis, avec une économétrie un peu plus forte pour voir vraiment les effets. Donc ici, c'est plutôt une première exploration que des effets hyper clairs que l'on va pouvoir retirer. Et je passe la main sans plus tarder à Yann, ou le micro plutôt. Bonjour à tous. Alors, évidemment, le premier élément qu'on cherche à regarder quand on étudie la mobilité et les transports, c'est bien sûr la part modale, et de savoir si on a toujours le même schéma que les dernières années. Donc, en tout cas, en 2021, on voit que la voiture, elle est toujours prédominante. Il y a encore beaucoup d'actifs qui l'utilisent, notamment à hauteur de 67%. C'est le bus qui vient en deuxième à 11%. Donc, il y a vraiment une très grosse différence entre les deux. Et ensuite, on retrouve la marche à 9,7%. Il y a des modes qui ont d'autant plus de mal, entre parenthèses, à être utilisés par les actifs. En tout cas, il y a moins d'actifs qui l'utilisent. Donc, le train, ce qui est quand même assez logique. Le pays est quand même pas si vaste, et c'est généralement un mode qu'on utilise lorsqu'on est quand même assez loin. Et on sait que voilà, les actifs, ils sont généralement, en tout cas la population, elle est beaucoup plus localisée dans des milieux denses tels que la ville de Luxembourg ou encore la conurbation sud. On voit que le train, il a encore un peu de mal finalement à être utilisé. Enfin, il n'y a pas trop d'actifs encore qui l'utilisaient en 2021. Donc il y a une part modale qui est quand même assez faible, à hauteur de 1%, un peu plus.
Et il y a aussi une question, c'est celle de la voiture passager, qui en fait est utilisée, là on le voit, enfin, il n'y a que 2,2% des actifs en 2021 qui étaient passagers, enfin, qui l'utilisaient comme mode de transport principal. Et si on regarde enfin, les efforts qui ont été faits en termes de covoiturage, d'autopartage, c'est quand même assez faible. Alors on sait quand même qu'au Luxembourg, le taux d'occupation des véhicules, ils sont quand même de 1,16%, c'est-à-dire 1,16 personnes par véhicule. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Et finalement, quand on regarde donc la voiture conducteur et passager, on est quasiment à voilà, 2 tiers des actifs qui utilisent encore la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Et bah voilà, comme je l'ai dit, c'est questionnable dans le sens où on sait que la plupart des personnes, en fait, elles vivent justement à l'agglo-centre ou dans la conurbation sud. Donc, c'est vraiment des zones qui sont denses, où le transport en commun, la marche, les modes doux sont quand même favorisés. Et on sait qu'aussi que les échanges, les principaux échanges, en fait, ils s'effectuent entre ces deux pôles d'emploi. Donc, évidemment, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est de voir les changements qu'il y a pu y avoir entre les deux recensements. Alors pour cet aspect-là, on a quand même agrégé, on va dire, on a créé des classes un peu plus agrégées, histoire d'avoir une méthode un peu plus adaptée, on va dire. Il y a quand même eu des gros changements entre les deux recensements, notamment au niveau de la collecte, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais voilà, on a eu le mode principal unique en 2021 et également la possibilité d'aller sur la multimodalité, donc de renseigner plusieurs modes. Et parmi plusieurs modes, le mode principal est celui qui est utilisé sur la plus longue durée. Donc on a agrégé voilà, selon le mode principal. Et donc on voit qu'il y a une légère baisse quand même de l'utilisation de la voiture, donc entre 2011 et 2021, donc à hauteur de 3%. Alors 3%, on peut penser que c'est quand même pas grand-chose, mais la lente transition quand même de la voiture vers d'autres modes, enfin, voilà, c'est une transition qui peut être quand même assez lente. Et on voit par exemple que les transports en commun, eux, en fait, sont restés quand même assez stables. Donc c'est un peu voilà, ce que disait Geoffrey sur le questionnement des politiques publiques. Est-ce que justement le transport en commun, avec tous les investissements qui ont été faits jusqu'à maintenant, est-ce que finalement ça marche ou ça marche pas tellement, mais bon, pas assez apparemment. Et bon, on voit que c'est plutôt du coup les modes doux qui ont été favorisés, donc quand même 4% de différence. Il faut surtout se dire une chose, c'est que même s'il y a 3% finalement d'actifs enfin, il y a une différence de 3% entre 2011 et 2021. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que proportionnellement à la croissance de la population, ça fait toujours plus de personnes quand même qui continuent d'utiliser la voiture et donc qui contribuent à faire plus de congestion, etc. Et donc, c'est intéressant de le savoir d'un point de vue national, de voir cette baisse, mais c'est d'autant plus intéressant de le regarder d'un point de vue spatial et de regarder donc cette évolution. Et là, on voit des choses beaucoup plus parlantes, beaucoup plus marquantes, en fait, et notamment à Luxembourgville et aux alentours, où, ne serait-ce que Luxembourgville, on a une différence quand même de 17 points de pourcentage, qui fait que la part modale est quasiment comparable à celle de Paris. C'est quand même une sacrée différence. Et on a également des communes autour de la capitale qui, on va dire, où les actifs utilisent de moins en moins, en tout cas la part d'actifs diminue de 5 à 15 points de pourcentage. C'est globalement dû au fait que l'offre, justement, elle est de plus en plus développée autour de la capitale, dans ces lieux denses. Et en même temps, ça peut aussi être lié à une densification de la population, comme on l'a vu dans notre papier sur l'urbanisation, et de nouveaux arrivants aussi, des étrangers qui ont d'autant plus tendance à utiliser les transports en commun. En revanche, on voit que dans les communes du Nord, on a un peu l'effet inverse. Au contraire, en fait, la part modale, elle augmente. Et là, c'est plutôt des communes rurales, en fait, donc notamment Kichpelt et Trois-Vierges, qui ont les taux les plus élevés. Et ce, malgré quand même un réseau ferroviaire qui est assez développé, qui est gratuit d'ailleurs. Mais ça peut aussi être lié à un accroissement de la population.
Et donc le report modal dans ces zones-là peut s'avérer donc d'autant plus difficile, entre autres pour des raisons donc, de temps ou de flexibilité. Également avec une modification de la polarisation des lieux de travail. Et on peut aussi faire l'hypothèse qu'il y a un éloignement plus grand des nouvelles habitations. Donc, comme je l'ai dit, il y a une spécificité à ce recensement, c'est la multimodalité. Donc, voilà, on voulait quand même explorer un peu et regarder un peu les parts modales des principaux modes. Et on voit que voilà, c'est le bus, c'est la marche qui arrive en tête. Donc, voilà. On est quand même content de se dire que dans la multimodalité, c'est quand même les transports en commun et les modes doux qui sont les plus utilisés. Et ensuite, malheureusement, on voit que voilà, la voiture, même en multimodalité, elle est quand même très utilisée. En revanche, le tram, même on va dire en tant que mode principal, lorsque les gens utilisent plusieurs modes, reste quand même voilà, à une part assez faible. Donc finalement, on s'est dit que c'était quand même intéressant dans un contexte d'accroissement de population, justement de polarisation des flux, de coûts résidentiels élevés, comme le disait Geoffrey, mais décroissant, par exemple de la ville vers l'extérieur, que la distance, elle était primordiale dans le choix de la localisation. C'est un élément qui révèle justement les préférences résidentielles, mais également aussi le temps. Donc, pour ce qui est des distances, on voit déjà qu'il y a très peu d'actifs qui habitent à moins d'1 kilomètre de leur lieu de travail. Et voilà, plus on va loin, on va dire, dans les classes de distance, plus on a d'actifs, jusqu'à quasiment 50% entre 1 km et 10 km, enfin moins d'1 kilomètre et 10 km. Donc c'est déjà 50% de la population qui réside à moins de 10 km de son lieu de travail, quasiment 50%, jusqu'à 70% à 20 km, presque 90% de la population à 30 km. Et finalement, on se rend compte que les gens qui habitent vraiment loin de leur lieu de travail, il n'y en a pas tant que ça, en fait, au Luxembourg. Et on se rend compte aussi que donc la distance, elle va finalement dicter le type de mode qu'on utilise et également la structure urbaine, en fait, puisque la classe entre 10 et 20 km, elle correspond davantage davantage au flux qu'il existe entre l'agglo-centre et la conurbation sud. Donc justement, si on regarde les modes, comment est-ce que, quelles sont, on va dire, les parts modales selon les classes de distance, on voit bien que, par exemple, les 7% de population qu'on a pu voir juste avant, ils utilisent, on va dire, 70% d'entre eux, 78% d'entre eux tendent à utiliser la marche, mais on a encore quand même une utilisation à peu près de 12%, 15% de la voiture. Globalement, donc, et logiquement, j'ai envie de dire, on voit que l'utilisation de la marche, elle décroît en même temps qu'accroît la distance, ce qui est assez logique. Et donc, entre 1 et 5 km, on a à peu près 22% d'individus qui utilisent qui se rendent au travail à pied. Et voilà, au-delà de 5 km, la marche est quasiment pas utilisée. Le vélo, lui, reste encore utilisé, ou en tout cas, il est plutôt utilisé entre 1 et 10 km. Par contre, quelque chose d'un peu plus choquant, c'est que voilà, la voiture est déjà utilisée dès lors qu'on est entre 1 km et 5 km. Donc, quasiment 50% des actifs utilisent la voiture. Et ça correspond en fait à ce qu'on appelle la ville du quart d'heure de Moreno, et qui en fait est d'avoir toutes ces ressources, on va dire, accessibles à environ 15 minutes en vélo. Et donc 5 km, ça correspond à peu près à 15 minutes en vélo finalement pour accéder à son lieu d'emploi. Et on voit que voilà, la part modale avec la distance, de la voiture, pardon, continue d'augmenter, donc jusqu'à à peu près 40 km. Donc ce sont les modes motorisés qui, après 1 km de distance, sont largement les plus utilisés, c'est-à-dire la voiture et le bus. Et enfin, celle du train, elle augmente plutôt à partir de 40 km, en fait, lorsqu'on réside à 40 km de son lieu de travail. Donc c'est la marche, la voiture et le bus qui sont privilégiés à moins de 5 km, et c'est davantage la voiture et le bus au-delà. Donc finalement,
on a encore une utilisation de la voiture qui, même à des distances assez faibles, reste assez forte. Et donc également le temps qui peut jouer en tant que facteur explicatif justement des localisations et de l'utilisation de la voiture. Et c'est d'autant plus vrai en fait au Luxembourg que, comme je le dis, la surface du pays et comme on l'a vu en fait la répartition de la population, elle est globalement dans les centres urbains. D'autant plus qu'on a un pays qui est quand même assez bien desservi en termes d'infrastructures de transport. On voit qu'en fait les temps déclarés par les actifs, travaillant ici dans l'exemple à l'agglo-centre, finalement, le temps en voiture est systématiquement moins long que celui en fait, des transports en commun. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près 41 minutes en moyenne sur l'ensemble du territoire en voiture, contre quasiment 1 heure en TC. Donc c'est des différences qui sont surtout visibles à Luxembourgville, en périphérie, également du côté de Steinfort, de Mersch ou encore de Grevenmacher. Et c'est des temps qui, finalement, sont, que ce soit en voiture ou en transport en commun, qui sont plus élevés à la conurbation sud, alors que finalement, on est à une distance pas si loin de l'agglomération centre. Donc, ça peut aussi être lié comment dire, au nombre d'habitants et à une congestion plus importante sur les routes. Par contre, au nord, c'est plus difficile d'accéder, évidemment, à l'agglomération centre. C'est 45 minutes minimum en voiture et 60 minutes minimum en TC. Bon, après, on pourrait dire que ces 15 minutes de différence, pour certains, ça peut faire des grosses différences pour se rendre au travail, mais ça peut aussi être du temps gagné lorsqu'on passe 45 minutes en voiture. Les faire 60 minutes en bus ou en transport en commun, ça permet aussi de faire d'autres activités, là où en voiture, ce n'est justement pas possible. Et donc, en fait, tout ça, la distance et le temps, c'est des éléments qu'on prend en compte dans sa localisation résidentielle. Et la localisation résidentielle, elle va donc induire le choix en fait, du mode. Et c'est ce qu'on a voulu voir en réalisant en fait, une classification ascendante hiérarchique, donc une CAH, donc des cellules, en utilisant notamment les parts modales de chacun des modes utilisés par les actifs. Et on a obtenu on a choisi de prendre une typologie en 3 catégories. Donc on a à peu près 3 principaux types de mobilité, sur le territoire, avec une mobilité, donc la classe 1, qui est une mobilité plutôt durable. C'est la mobilité durable qui prédomine dans cette classe, avec à peu près 63% des actifs qui utilisent les modes doux. Mais on a quand même 36% des actifs de cette classe qui utilisent quand même la voiture. La classe 2, qui, elle, est plutôt une classification qu'on dirait typique du territoire, avec des moyennes qui sont beaucoup plus proches des résultats qu'on avait sur le premier graphique, avec 72% des actifs qui utilisent la voiture et 27% qui utilisent les TC et les modes doux. Et enfin, une classe qui est quasiment que de l'utilisation de la voiture, avec quasiment 90% des actifs qui utilisent la voiture. Quoi qu'il en soit, on a quand même des parts importantes de la voiture, d'actifs qui utilisent la voiture. Et donc, ce que ça donne d'un point de vue géographique ou spatial, on voit qu'on a un territoire qui est quand même peu contrasté, vu que finalement, la classe 2, elle, est celle qui est le plus typique et celle qui regroupe le plus d'actifs, en fait, puisqu'elle regroupe 128 000 actifs quasiment, mais sur 867 cellules. Donc, ce n'est pas celle qui a non plus la plus grande densité. Celle qui a la plus grande densité, c'est la classe 1. Et en fait, les différenciations, on les voit donc principalement sur ces 2 classes, donc la classe 1 et la classe 2, qui, eux, ont beaucoup moins d'actifs. La classe 1, elle, c'est une classe avec 26 000 actifs quasiment, et qui a une densité d'environ 338 actifs au kilomètre carré. Donc, c'est vraiment celle qui est la plus dense. Et ça correspond davantage donc à Luxembourgville, à l'agglomération centre en tout cas, et à des cellules qui sont plutôt proches des gares. La zone 2, comme je l'ai dit, c'est la zone 2. La classe 2, elle, c'est plutôt une classe là où les cellules en fait sont situées principalement au sud et dans les zones peuplées.
un peu autour de Luxembourgville et des principaux axes de communication. Et donc la classe 3, elle, c'est une classe avec environ 17 000 actifs, mais sur 541 cellules, 544, pardon. Et donc c'est celle avec la plus faible densité. Et donc c'est des cellules qui sont principalement situées au nord. C'est des cellules plutôt rurales en fait, et dans lesquelles, on voit qu'elles sont plus loin en fait des axes en fait de transport. Donc elles sont sans doute beaucoup plus contraintes à l'utilisation de la voiture et où les transports en commun sont soit plus lents ou en tout cas permettent moins de flexibilité que la voiture. Et donc par la suite, on a voulu regarder donc quelles étaient en fait les caractéristiques justement des actifs qui étaient dans cette classe pour un peu comprendre qu'est-ce qui justifiait peut-être l'utilisation des différents modes. Et donc, en ce qui concerne les profils donc, socio-démographiques, on a choisi d'autres critères comme complément explicatif. Et c'est des observations qui ont déjà été faites, notamment par Frédéric Dequier et par Louis Chauvel. Ça peut être justement la part d'étrangers à hauteur de 80% dans notre classe 1. Là, on a 70%. 70% d'actifs nés au Luxembourg. Oui, pardon. Oui, 80% d'actifs dans la classe 1 nés à l'étranger et qui sont d'autant plus localisés à Luxembourgville. Donc ça correspond, comme je disais, à notre classe 1, ou plus de petits ménages. Et enfin, donc c'est un constat en fait qui se réplique en fait sur l'usage des modes. Donc c'est voilà les effets spatiaux qui se répliquent sur l'usage des modes. Donc comme on le voit dans nos classes, ceux qui ont tendance à utiliser une mobilité plus durable sont justement ceux qui sont de la classe 1 et qui correspondent à 80% d'actifs nés à l'étranger. Et en fait, ces différentes variables qu'on a choisi de montrer, c'est notamment parmi les éléments qu'on appelle des déterminants explicatifs complémentaires du choix modal. Et donc, l'idée pour davantage montrer le contraste, en fait, c'est de ne choisir que les utilisateurs de voitures et de regarder la différence qu'il y a entre on va dire, l'ensemble de la classe et ceux qui utilisent uniquement la voiture à l'intérieur. Et on a donc des variations assez légères qui montrent finalement davantage ceux qui utilisent les transports en commun, mais également ceux qui ont plus tendance à utiliser la voiture. Et donc, c'est ces différences qu'il faut regarder. Donc, on voit finalement que à localisation donnée, si on peut le dire, majoritairement, ceux qui utilisent les transports en commun et les modes doux sont principalement soit célibataires, dans des ménages plus petits, qui sont nés à l'étranger, qui résident dans la capitale ou dans des villes moyennes, avec des niveaux d'études plutôt élevés, plus dans la capitale, mais un peu moins en dehors. Enfin, en tout cas dans les centres urbains et un peu moins en dehors, qui travaillent davantage dans la finance et dans la recherche. Et au contraire, ceux qui utilisent davantage la voiture, donc c'est ceux, comme vous voyez un peu quand même, je tiens à l'expliquer en rouge, voilà, ce sont davantage les hommes, les couples avec ou sans enfants, qui sont plutôt nés au Luxembourg, et qui résident, enfin qui travaillent dans l'administration publique ou les commerces. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Philippe qui va vous faire donc la conclusion et les perspectives. Merci beaucoup Yann pour toutes ces analyses. Oui, alors pour conclure, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été évoquées, on le dit, on le redit, c'est vrai que la voiture reste toujours prédominante, hein, avec les 2/3 des actifs qui utilisent toujours la voiture pour se rendre au travail. Donc on a du mal à contenir ces flux. Effectivement, du fait également de la croissance de la population, même si, à la rigueur, on pourrait imaginer par rapport à ces nouveaux migrants qui arrivent en ville, finalement, ce sont peut-être ceux-là qui utilisent le moins la voiture. Donc, ce sont des comportements qui sont relativement ancrés dans, on va dire, le paysage luxembourgeois. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Alors, par rapport à l'évolution, il eût été intéressant évidemment d'avoir une approche un peu plus longitudinale, mais hélas, avec les recensements, ce n'est pas possible. Ceci étant,
malgré les difficultés qu'on a évoquées très rapidement au niveau méthodo, on a réussi à comparer entre 2011 et 2021. On veut encore aller plus loin, peut-être avec 2001, parce qu'on peut remonter avec le recensement jusque les années 80, donc c'est quelque chose qu'on souhaite encore développer. Toujours est-il qu'entre 2011 et 2021, on a quand même observé une baisse, 3 points de pourcentage de l'utilisation de la voiture. Donc il faut aussi le remarquer, qui a surtout bénéficié finalement aux modes actifs, donc la marche et le vélo, alors qu'on aurait pu penser, du fait de l'amélioration des transports en commun, du fait de la gratuité mise en place depuis 2020, que les personnes allaient utiliser davantage les transports en commun, du fait de la mise en place du tram. Donc on voit que finalement, même s'il y a sans doute davantage de passagers dans les transports en commun également, ça ne suffit pas à contenir cette croissance, on va dire, de flux automobile. Alors, il y a aussi la question du covoiturage. Finalement, en fait, la voiture passager, comme on dit, l'autosolisme est maître, comme on dit. Donc, la voiture utilisée uniquement par une personne, en l'occurrence le conducteur ou la conductrice. Et donc, cet autosolisme, oui, versus le covoiturage, finalement, peut-être y a-t-il un effet, comme on appelle, un effet rebond du fait de la gratuité des transports en commun ou la flexibilité des transports en commun qu'on peut utiliser comme ça, et la sûreté de ces transports en commun peuvent être pris plus facilement, peut-être, aux dépens du covoiturage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut creuser. Donc la question aussi des choix résidentiels. Donc il y a un ancrage périurbain où on a vu que dans le Nord, effectivement, l'utilisation de la voiture était plus que prédominante, était vraiment très largement majoritaire, avec un accès, finalement limité vis-à-vis de l'accessibilité. Lorsqu'on a vu les cartes de comparaison entre la voiture pour se rendre, par exemple, dans l'agglomération centre, principalement à Luxembourgville, on voit bien que dans le Nord, on a plus de temps de déplacement entre la voiture et les TC. Les TC, donc, en moyenne, arrivent à 60 minutes, alors que la voiture, c'est 40 minutes. Cette différence est quand même relativement conséquente en moyenne. Donc, c'est sûr que la facilité d'accès va avoir un grand rôle par rapport à l'utilisation et au choix entre TC ou transport en commun ou voiture. Donc la mobilité durable, finalement, que ce soit par rapport au transport en commun ou à la mobilité active, bénéficie davantage à la capitale et à son agglomération. On l'a bien vu également sur l'évolution entre 2011 et 2021. Alors, il est difficile de favoriser les transports en commun, donc malgré ce qu'on a évoqué, gratuité, etc. Alors, il faut quand même savoir que le report modal est un défi, pas seulement pour le Luxembourg, est un défi pour tous les pays occidentaux, on va dire, même maintenant de plus en plus pour les pays en développement. Ceci étant, c'est très compliqué de faire changer les comportements. Alors on a évoqué la question de l'offre, donc le tram, la gratuité, etc. Mais les changements de comportement sont compliqués. La sensibilisation, la communication, etc. sont des aspects qu'on n'a pas creusé. Ça viendra plus tard. On pourra en parler tout à l'heure encore. Mais même si on améliore les infrastructures, l'inertie est relativement élevée. Et on a bien vu aussi que cette question de choix résidentiel par rapport au choix, si tant est qu'il y ait un choix vis-à-vis du lieu de travail, aura un impact énorme sur les déplacements. Souvent, le choix résidentiel est fait indépendamment de l'accessibilité parce qu'on sait qu'on peut prendre la voiture, parce que la plupart des personnes ont une voiture. Et donc, ça, évidemment, ça va jouer dans le choix résidentiel, dans le sens où on ne va pas tenir compte de l'accessibilité, ou très peu. Il y en a qui le prennent en considération, mais il y en a beaucoup qui ne le prennent pas en considération, puisque les accès sont permis de partout,
par rapport à la voiture. Donc, pour terminer, c'est de dire qu'effectivement, une amélioration des infrastructures, donc vis-à-vis de l'offre, ou des facilités en faveur du transport durable ne signifie pas, par ricochet, on va dire, une amélioration de la mobilité durable, puisque voilà, c'est toujours sujet à polémique, les comportements sont difficiles à changer, etc. Et donc, axer aussi ces analyses en complément avec d'autres enquêtes qui sont en cours d'ailleurs. Hein, donc, si jamais vous faites les résidents, je vais faire un peu de pub, vous vous faites contacter par ILRES, donc qui avec le LISER qui pilote avec le CEREMA et pour le compte du ministère de la Mobilité et des Transports et des Travaux publics, pardon. Donc on mis en place une enquête Luxe Mobile pour les résidents en attendant par rapport aux frontaliers, où effectivement on pose des questions de comportement, on pose des questions liées à la satisfaction, parce que ce sont des aspects qui effectivement ont un impact direct sur la question de la demande de transport qu'on envisage d'analyser par la suite. De même que par rapport au recensement, qui reste tout à fait une mine d'or, et même si c'est notre dernier, comme l'a dit Geoffrey, notre dernier PDF, on est vraiment très content de poursuivre l'aventure, on va dire, à travers d'autres publications et d'autres analyses pour pouvoir profiter pleinement de ces bases de données exhaustives ou quasiment exhaustives. Je vous remercie pour votre attention et puis on est ouvert à toutes les questions. Dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez soit parler à voix haute ou écrire votre question. Et sinon, dans la salle, vous ne pourrez pas écrire dans la salle. Donc. Merci pour la présentation. Premier point du premier slide, c'était le nombre d'immatriculations par habitant ou rapporté à la population, mais en fait, ça inclut les voitures de leasing, si je ne me trompe pas. Donc, on ne peut pas vraiment distinguer si ce leasing, cette voiture de leasing, souvent des voitures de fonction, profite à des frontaliers ou à des résidents. Je suppose, sinon vous l'aurez montré certainement, que le recensement ne permet pas de répondre à cette question. Donc, combien de voitures on dispose par habitant? Oui, c'est une donnée de l'OCDE. Alors, c'est une bonne remarque si les voitures de leasing sont intégrées dans le calcul ou pas. Ça, j'avoue que je ne sais pas. Par contre, ce que je sais et ce qui est dommageable, c'est que le recensement jusque 2011 disposait de la question liée à la voiture par ménage et a disparu en 2021. Et où on aurait pu mieux répondre à ce point. Maintenant, par rapport effectivement au leasing, c'est vrai que j'imagine quand même que que l'OCDE devrait. Par habitant, et donc c'est que pour le résident, c'est pas pour les. Ah oui, non, c'est le C'est nombre ça de leasing c'est le problème. de voitures rapporté au nombre d'habitants, et donc il est les exagéré. immatriculations luxembourgeoises rapportées à la population, donc ça donne un peu une statistique un peu faussée. Oui, ça fausse en tout cas la question pour les internes, mais comme on sait justement que beaucoup de frontaliers viennent quand même en Luxembourg en voiture, donc en fait, oui, effectivement, c'est injuste vis-à-vis du luxembourgeois en interne, mais globalement, sur le fonctionnement de la structure urbaine, c'est même pire probablement en fait. Voilà. Même si par rapport à un précédent papier qu'on avait fait, on remarquait vis-à-vis des frontaliers, ce n'est pas parce qu'ils bénéficient d'une voiture de fonction qu'ils en sont satisfaits pour autant. Je ne parle pas de la voiture, je parle du déplacement, évidemment. Ça a un impact négatif, en fait, sur le déplacement domicile-travail. Ce à quoi on n'aurait pas forcément pensé. Mais ils se sentent obligés de l'utiliser, finalement, et du coup... On a une question dans le chat. Le recensement sur lequel se base votre étude a été fait en période de Covid. Comment avez-vous traité ce biais? Alors, on ne l'a pas traité.
Puisqu'il y a, alors, ça peut-être Yann, tu pourras mieux répondre. Au niveau il y a quand même beaucoup de valeurs manquantes. Donc ça c'est peut-être aussi lié à l'effet Covid. Mais en tant que tel, on a comment jeter un œil sur les fréquences de déplacement qui sont, c'est vrai, ne sont pas forcément tip-top, on va dire. Ça, c'est plutôt un biais de la collecte. Et en fait, on a remarqué que c'était souvent la question un peu du multimode qui était moins bien comprise, notamment le découpage des différents modes avec les temps. Certains ont mis des temps qu'ils pouvaient faire avec un mode et également avec un autre mode et pas le cumul de tout ce qu'ils font. Donc, c'était pas toujours très clair. Par contre, le Covid, ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut peut-être que. Non, mais juste pour préciser la période de collecte, c'était en novembre 2021, si je ne m'abuse. Donc, le Covid, certes, mais c'était les plus gros pics étaient derrière nous par rapport à la collecte. On était peut-être dans la période de télétravail un peu plus intense. Et donc, c'est vrai qu'on ne sait pas comment les gens ont interprété les questions. C'est très compliqué, mais on s'est retrouvé avec des gens qui nous disaient qu'ils avaient 100 minutes de trajet en habitant 5 km, et l'inverse, des gens qui habitaient à 50 km et qui nous disaient qu'ils prenaient 10 minutes pour arriver au boulot. Donc, on a dû faire un filtrage très compliqué, en fait. Et on ne sait pas si c'est dû au Covid, au télétravail, aux questions. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de comment on a posé les questions et avoir un petit retour critique sur ça, ou peut-être un accompagnement, montrer des exemples. Mais c'est vrai que voilà, donc notre filtre a dû être assez fort en fait pour obtenir des moyennes, ou sinon ou des moyennes ou même des variances qui voulaient dire des choses qu'on a. Mais quelle est la source de cette erreur-là? C'est vrai que c'est un peu compliqué de connaître. Merci pour cette présentation. J'ai deux petites questions. D'abord, est-ce que votre enquête permet de voir les effets de gratuité de transport déjà, ou c'était trop court peut-être après l'introduction en mars 2020? Oui, ça c'est toujours la question. Enfin, toujours parce que au LISER, il y a une collègue, Véronique, qui travaille sur ces questions de gratuité. D'ailleurs, on a un symposium la semaine prochaine à ce sujet au LISER, le 20 mars. Non, pour faire simple, en fait, il s'avère que justement, par rapport au Covid, la gratuité est tombée le 1er mars 2020. Le 7 mars, on était tous en confinement, ou le 8, je ne me rappelle plus exactement de la date. Donc, il est impossible de prendre en considération l'impact direct, on va dire, de la gratuité, hélas. Il aurait fallu faire. Alors là, on retombe sur les aspects longitudinaux ou ce genre de choses. Mais hélas, on n'a pas d'enquête à ce sujet. Au LISER, effectivement, on a fait une enquête liée au Covid, donc demandé avant, après, mais les effets directs, on a vraiment du mal à les isoler, on va dire, au niveau statistique. Merci. J'ai une autre petite question. Je ne me souviens plus en quelle année est-ce que les voitures électriques ont été supportées exprès. Est-ce que d'ailleurs vous avez vu des chiffres élevés des voitures électriques avant votre enquête, par hasard, en comparant avec 2011? Oui, hélas, on ne l'a pas dans le recensement. Il n'y a pas il y a pas les flottes, ça rejoint un petit peu la question du leasing. Alors, la voiture électrique, est-ce que ça joue au niveau des comportements? Oui, notamment pour le leasing d'ailleurs. Il y a quand même beaucoup de voitures électriques en leasing, mais on n'en a pas du tout tenu compte. On ne sait pas en plus si les personnes se déplacent en voiture leasing ou en voiture propriétaire, si je puis dire. Donc, hélas, cette variable, on n'en dispose pas, quoi.
Et a priori, ça ne va pas non plus améliorer les choses, dans le sens où on s'attend quand même à ce que l'électrification... En fait, il faudrait voir les comportements, mais l'hypothèse de base, c'est quand même que les gens qui décident, toute autre chose étant égale, de ne plus prendre leur voiture, c'est pour notamment des raisons environnementales. Or, le merchandising autour de la voiture électrique est de dire bah, c'est mieux pour l'environnement. En tout cas, je ne sais pas si beaucoup mieux pour l'environnement. En fait, si, à long terme, c'est mieux. C'est certainement mieux en termes de pollution de l'air, mais ce n'est pas mieux en termes de congestion, en termes de temps de transport, etc. Donc, malheureusement, on peut s'attendre plutôt à un effet induit qui serait plutôt d'augmenter la part de la voiture que l'inverse. Mais voilà, on n'a pas les données dans le recensement. Donc, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une enquête, il s'agit bien du recensement. Donc, c'est une donnée exhaustive, mais cette variable-là n'est pas disponible. Et à nouveau, le problème, c'est qu'on n'a pas aussi, pour toutes les questions, pu faire vraiment du travail à l'échelle individuelle. En fait, normalement, on devrait faire des modèles individuels pour vraiment capter et contrôler un ensemble de choses. Et on ne peut pas vraiment le faire à l'instant. Il faudra encore plus de nettoyage de la base de données. Et jusqu'où on peut nettoyer une base de données, c'est une question compliquée, quoi. Je peux penser que on peut poser une hypothèse que, par exemple, psychologiquement, si on achète une voiture électrique, on pense déjà qu'on a déjà pas mal contribué à l'environnement. Et donc, c'est bon. Et deuxième chose, c'est que avec les subventions élevées, c'est possible que les gens sont davantage motivés de se comporter en façon individualistique et prendre. Tout à fait, ouais. Il y a le prix de la voiture aussi. Si c'est payé, c'est une voiture qui est peut-être relativement plus chère. Donc, je vais l'utiliser, je l'ai payé. Enfin, il y a tout. Donc, on est plutôt dans un effet négatif. Donc, effectivement, si ça prend de l'ampleur, ce qui est probable, on va avoir encore un rapport modal qui va être encore un petit peu plus compliqué. C'est sûrement l'hypothèse la plus plausible. Est-ce que je peux poser une toute dernière question? Est-ce que cette combinaison de park and ride, parking, transport public plus voiture personnelle, est-ce que ça fonctionne? Alors, on n'a pas analysé ça expressément. Par contre, il est clair qu'on a une part modale beaucoup moins intéressante de la voiture, des transports publics, dès qu'on s'écarte un petit peu. C'était un peu le sens de la carte, les points rouges. Donc, dès qu'on est un peu hors d'une zone agglomérée, j'ai pas envie de dire d'une ville, mais un peu en dehors, on est vraiment en recours quasiment à 90% sur la voiture. Donc, la question de la proximité au nœud de transport reste majeure, quoi, reste importante. Pas assez, ça n'expliquera pas un report modal énorme, mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas non plus de report modal du tout, quoi. Et donc, ça, c'est super important, je pense. Alors que ce soit du park and ride ou une autre mode, mais en tout cas, la proximité au nœud aux gares, en fait, hein, la proximité, la densité autour des gares. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu de ça, on se retrouve dans des parts qui sont vraiment pas intéressantes. Ou alors, il faudra avoir des systèmes où on a du vélo. Enfin, il faudrait mailler le territoire avec des infrastructures de transport douce qui permettent de rabattre sur les gares de manière sécurisée. Et donc c'est l'idéal, hein, peut-être, mais on est encore loin, quoi. Rabattre alors d'une manière confortable avec des modes doux vers des gares et des gares revenir vers en gros les 2-3 centres principaux. Oui, oui, tout à fait. Juste pour ajouter, c'est sûr que les park and ride jouent énormément, mais une fois qu'on prend la voiture, généralement, bah, on continue à la prendre, quoi. Et à moins que on supprime les parkings à l'arrivée. Ça, c'est aussi un autre moyen, c'est une contrainte. Les parkings, finalement, les parkings au lieu de travail sont ce qu'on appelle des aspirateurs à voiture, hein. Forcément, si on laisse de la place, c'est plus facile de se garer, donc on peut y aller en voiture. Sinon, on n'y va pas. S'il n'y a pas de place à l'arrivée, ben, c'est plus compliqué. Du coup, s'il y a une place au P plus R, pourquoi pas? Mais effectivement, c'est sûr il faut bien mailler le territoire pour ne pas y aller que en voiture. Ça, c'est parce que effectivement, s'il s'agit de faire 3-4 kilomètres, ma foi, ou 5, à vélo, comme l'a dit Yann, en un quart d'heure, on y est. Et généralement, des parkings à vélo à côté d'une gare, ça prend moins de place, c'est moins cher, enfin c'est tout bénef, si je puis dire, à la fois pour l'usager et puis pour les pouvoirs publics, parce que ça ne revient pas très cher. Alors, je vois qu'il y a un commentaire, mais moi, je vois pas bien.
Pour la question sur les slides, oui, ils seront disponibles ainsi que l'enregistrement sur notre site. Et donc, nous avons encore une question. Merci pour votre présentation. Pour ma part, à titre personnel, j'ai effectué un transfert modal des TC depuis quasi 20 ans vers la voiture à cause du temps de trajet qui s'est beaucoup dégradé avec l'introduction du tram. Suppression de certains bus en ville, remplacé par le tram qui est malheureusement très lent, et de la prise d'assaut du P+R de Kleinbattingen dès 16 h du matin. Je me ferai un grand plaisir de donner mon avis à Lynx Mobile, car les mails envoyés jusqu'à présent se sont avérés inutiles. Par rapport à la dernière remarque, bah oui, comme on est tiré au sort, hein, et on respecte le tirage aléatoire, c'est la base d'un sondage, on va dire, aléatoire. Oui, eh ben, il faudra patienter, sans doute que cette personne se fera tirer au sort, j'espère en tout cas. Comme ça, elle nous donnera plein de feedback. Mais oui, après, effectivement, le fait que c'est ce qu'on a observé hein, sur l'agglo, on a vraiment une baisse de l'utilisation de la voiture parce que les autres modes de transport sont tout à fait concurrentiels. Et donc, c'est une réelle alternative, quoi. Donc, Sur cette question-là, moi, j'aurais voulu réagir sur le remplacement du tram par le bus. Alors, je ne connais pas très bien le cas, mais ce n'est pas étonnant de retrouver le tram dans une distance qui est entre celle du train et... donc, le tram est un mode plus court. Enfin, on l'a bien vu d'ailleurs, les distances tram, c'est quelque chose d'un peu plus petit. Donc, ce n'est pas vraiment un remplacement en soi. Par contre, effectivement, ça veut dire que quand il y a eu le tram, il y a eu moins de personnes dans le bus. Et on peut même penser qu'il y a même une part modale des gens qui avant marchaient, par exemple, de la gare jusque, je ne sais pas moi, jusqu'à prendre, peut-être pas jusqu'au Kirchberg, mais quasiment. Donc il y a en tout cas peut-être même eu un remplacement sur les modes doux, en fait, dû au tram. Ça, c'est clair qu'on ne sait pas. Et à nouveau, pour mesurer l'effet du tram, comme d'ailleurs des P+R particuliers, ça serait compliqué. Il faudrait qu'on ait dans les questions dans quel P+R vous allez, où vous allez, la même chose pour les parkings. Belval, il n'y a pas de parking gratuit, je pense qu'il n'y en a aucun sur le site. Donc, est-ce que c'est un comportement différent quand on vient sur Belval que quand on va, par exemple, au Kirchberg, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être, je dis une bêtise, mais peut-être le parking de l'Auchan est gratuit, j'en sais rien, moi, ce genre de choses. Mais pour ça, on n'est pas capable de le contrôler à cette échelle-ci, quoi. Mais ce serait intéressant d'aller pour voir vraiment tous ces effets, l'RP+R, bus, tram. En fait, c'est où, puisque ça va varier énormément de où ça se passe. Voilà. on pourra effectivement répondre à ce genre de questions par rapport au P+R, aux détails de tous ces déplacements quotidiens. C'est bon pour vous? Très bien, merci beaucoup sur ces belles paroles. On vous encourage toujours à participer aux enquêtes parce que grâce à votre participation, ça, on peut faire des séminaires comme aujourd'hui et prendre des décisions informées. Et si vous voulez continuer à rester informé, rendez-vous sur notre site parce que l'enregistrement d'aujourd'hui s'y trouvera dès que possible, ainsi que les slides. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et nous les transférons et nous vous y répondrons. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour ces 18 publications que nous avons pu faire ensemble. Et merci à toutes les personnes qui ont pu participer aux divers séminaires que nous avons eus pour ces publications. Une très bonne après-midi à tout le monde et à bientôt. Au revoir.